Ils sont descendus en nombre dans les rues de plusieurs villes de Turquie, mais également d'Europe. Les Kurdes dénoncent l'inaction de la communauté internationale à Kobané, cette localité en Syrie, dans le nord de la Syrie, localité kurde où se battent les combattants kurdes et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Mercredi, les rassemblements ont dégénéré en Turquie, faisant au moins 18 morts, des affrontements qui se poursuivent dans la localité de Diyarbakir ce mercredi. Alors pourquoi la communauté internationale ne se mobilise-t-elle pas plus pour les Kurdes comme cela a été fait, par exemple pour les Yézidis? Les Turcs qui restent attentistes ne mettent-ils pas, de par leur attitude, en péril les négociations avec le PKK? Le conflit kurde peut-il se rallumer en Turquie? Eh bien voilà les questions que nous posons ce soir à nos invités. À vous, Seveh Aizuleh Aydin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris, militante de la cause kurde. Vous êtes précisément secrétaire de l'Institut kurde de Paris. Selçuk Demir, bonsoir. Vous êtes avocat, secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Vous êtes conseiller juridique du consulat de Turquie à Paris. Seveh Aizuleh Aydin, comment expliquez-vous que la communauté internationale ne se mobilise pas plus pour les Kurdes alors que les Kurdes aujourd'hui sont en première ligne dans cette lutte contre l'organisation de l'État islamique? Malheureusement, c'est le cas, c'est un constat. Effectivement, la communauté internationale ne se mobilise pas suffisamment pour aider les Kurdes et je pense que c'est le lobby turc qui fait que la communauté internationale et notamment la coalition hésite un petit peu dans son soutien à la cause kurde. Nous savons que la Turquie avait tellement exercé de pression sur la communauté internationale dans les années 2012, notamment pour inscrire le PKK, le Parti du travailleur du Kurdistan, sur la liste des organisations terroristes, et que la Turquie, son phobie de la question kurde, a fait toute une question donc au sein de l'OTAN. La Turquie ne tolère même pas des télés kurdes. Aucune manière ou aucune mode d'expression kurde n'est tolérée en Turquie. Donc, est-ce que les Kurdes ne payent pas aussi le fait qu'ils n'ont pas participé au soulèvement contre Bachar el-Assad? Est-ce qu'on ne leur fait pas payer ça aussi? Parce qu'ils sont restés quand même très en retrait. Les Kurdes de Syrie. Les Kurdes de Syrie, oui. Bien sûr, mais est-ce qu'ils ne payent pas ça aussi aujourd'hui, hein? Non, mais la Turquie n'a rien à voir avec cette question que les Kurdes ont participé ou pas. Ce n'est pas, je veux dire, ce qui incite la position la position turque vis-à-vis des Kurdes n'est pas la question d'avoir participé ou pas. Première chose. Deuxième chose, les Kurdes effectivement n'ont pas participé, disons, au combat armé, mais ils n'étaient jamais de côté de Bachar el-Assad. Sinon, et merci d'avoir posé cette question. Moi, je demande aujourd'hui, ça fait depuis le 16 septembre que l'État islamique, Daesh, bombarde les Kurdes. Si les Kurdes étaient vraiment en mèche avec le régime de Bachar el-Assad, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Bachar el-Assad de venir à leur secours? Pourquoi les avions syriens continuent à bombarder Alep, Homs, Hama et même Al-Raqqa, mais à aucun moment des positions de Daesh n'ont pas été bombardées par l'armée de Bachar el-Assad. Donc, ils ne sont pas soutenus par... Selçuk Demir, oui, pourquoi vous, Turcs, vous n'allez pas aider ces Kurdes de Kobané? Parce qu'ils sont de l'autre côté de la frontière sur leurs chars et ils regardent. Alors, contrairement à ce que vous prétendez, Maître Aydin Ouzili, la Turquie joue un rôle actif, notamment sur le plan humanitaire, concernant le sort de ces centaines de milliers de réfugiés syriens et kurdes qui, depuis 3 ans, sont au nombre de plus d'1,5 million à s'être réfugiés en Turquie. La Turquie consacrant des moyens considérables, plus de 4 milliards de dollars ces 3 dernières années pour aider matériellement, logistiquement ces centaines de milliers de réfugiés, hein, contrairement à d'autres pays qui, eux, n'ont pas daigné aider cette population qui a subi les conséquences de cette guerre. Je rappelle également que la Turquie, encore très récemment, depuis le mois dernier, a accueilli plus de 300 000 réfugiés kurdes d'Irak du Nord, et notamment une partie yézidi, suite aux exactions de l'État islamique que vous connaissez. Donc on ne peut pas dire non plus que la Turquie ne joue pas un rôle humanitaire considérable dans la région. Et à ce titre, je pense qu'il faut se féliciter de ce que la Turquie joue un rôle actif dans l'accueil
et dans le traitement de ces réfugiés persécutés. Mais ça, personne ne dit le contraire. Ça il faut dire également... Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les Kurdes... On rappelle quand même pour nos téléspectateurs que Kobané, c'est quand même à quelques centaines de mètres de la frontière. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, on a une guerre contre l'organisation de l'État islamique. Oui. Pourquoi les Kurdes, qui ont donné leur feu vert au Parlement turc pour intervenir, restent de l'autre côté de la frontière et regardent ces Kurdes se faire massacrer? Tout simplement parce que pour entrer dans un pays étranger, Madame Burgraff, il faut se conformer au droit international et la Turquie n'a pas le droit, sur le plan du respect du droit international, d'entrer dans un pays étranger. Vous ne pouvez pas demander, me semble-t-il, Maître Aydin Özili, en tant que juriste, à la Turquie de violer le droit international et d'entrer dans un pays étranger sans l'autorisation des Nations Unies, sans l'autorisation de la communauté internationale. Je rappelle juste, très brièvement, les Américains le font, hein. Que Barack Obama, justement, Saoudite. je vais y venir, Barack Obama, quand il commande l'intervention américaine qui, pour le moment, est strictement aérienne, en Irak et en Syrie, il évoque à chaque fois, et il finit à chaque fois ses discours, en précisant qu'aucun militaire américain ne sera physiquement présent sur le plan terrestre en Syrie et en Irak. La France et François Hollande a également indiqué qu'il se refusait à envoyer un soldat en Irak et en Syrie. Pourquoi demander à la Turquie une intervention terrestre alors que les États-Unis et la France refusent, dénient la possibilité d'intervenir de cette façon? Vous êtes quand même en première ligne, c'est-à-dire qu'en face, vous allez avoir les islamistes. Oui, donc, nous sommes en première ligne, mais nous ne sommes pas non plus les gendarmes de la région, Madame Burgraff. Toute la communauté internationale doit s'appliquer à régler le problème de façon collective. Je vous rejoins à ce sujet-là, mais ne mettez pas sur le dos de la Turquie l'ensemble de la responsabilité collective de la communauté internationale. Alors, sur le plan humanitaire, effectivement, personne ne le conteste. La Turquie accueille sur son territoire presque 1,5 million de réfugiés syriens. Donc, tout il n'y a rien à dire. tendance confondue, il n'y a rien. Et personne ne nie et cela. C'est une fierté pour la Turquie. Bien sûr, personne ne nie cela et c'est considérable l'effort qu'elle fait à ce sujet. Deuxièmement, sur le plan de droit international, justement, parlons de cela. Oui. Aujourd'hui, le problème des opérations terrestres, ça n'a rien à voir avec un problème juridique. Parce qu'à partir du moment, pour l'Irak, où il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, donc l'opération est tout à fait légale. D'ailleurs, ça se fait avec la demande ou le consentement du gouvernement irakien. En ce qui concerne la Syrie et la position des Turcs, écoutez, Daesh est à moins d'1 kilomètre de frontière de la Turquie et des abus des bombardements de cette organisation terroriste sont tombés sur le territoire turc et menacent la sécurité de la Turquie. Donc la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, qui a rejoint la coalition internationale justement pour lutter contre l'État islamique, ont le feu vert de Conseil de sécurité de l'ONU et sont juridiquement tout à fait fondés, mais bien sûr. En Irak peut-être, mais pas en Syrie. Même en Syrie, parce que la menace, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, effectivement, c'est pour combattre Daesh et c'est pour la première fois où le Conseil de sécurité des Nations Unies estime que la menace perpétrée par une organisation et pas par un État, par une organisation, constitue au même titre qu'un État une menace contre la paix et la sécurité internationale. Donc l'objectif, c'est combattre l'organisation. Là où il est et sur le territoire syrien, il n'y aura pas, à mon sens, une objection de la part des autorités syriennes parce que les Turcs ont repoussé une offensive de Daesh sur le territoire et parce qu'ils sont menacés. Alors moi, je voudrais qu'on avance aussi parce que allons vraiment dans le fond de l'affaire. Finalement, ce qui vous gêne, ne pas aller aider les Kurdes, c'est est-ce que vous n'avez pas peur, d'une part, que les armes, si on donne aussi des armes au PYD, aux partis kurdes syriens, que ces armes tombent ensuite du PKK, et plus largement, est-ce que vous ne craignez pas s'il y a une zone autonome kurde en Syrie, et ils ont déclaré cette zone autonome kurde, les Kurdes syriens, que ça donne des idées aux Kurdes de Turquie, et c'est ça qui vous pose problème, c'est pour ça que vous n'y allez pas. Absolument pas. C'est ça la vérité. Ce qui est surtout craint par la Turquie, Madame Burgraff, c'est que les actions à court terme qui sont menées depuis des années dans cette région sont catastrophiques. Il faut avoir une vision à moyen et à long terme. Vous pouvez chasser les moustiques que représente l'État islamique, mais si vous n'asséchez pas le marécage, les moustiques perdureront. Il faut, je pense, avoir une vision à moyen et long terme
pour réellement combattre l'État islamique en Syrie et en Irak, il faut notamment assurer un pouvoir politique qui présente une réelle représentativité en Irak afin de faire en sorte que les sunnites arrête de tourner le dos à Bagdad. Oui, mais alors là, on cherche des questions politiques. Également, là, vous me sortez... à moyen et à long terme, mais c'est à moyen et à long terme qu'on y arrivera, ce n'est pas à court terme. Moi, je veux revenir sur la question kurde, parce que la question kurde, elle vous pose quand même problème. Le PKK, vous la considérez comme une organisation terroriste. Ça vous pose un problème quand même, les Kurdes. Déjà, pour rectifier... Moi, je veux que vous répondiez une question. C'est le président Erdogan a dit que ce soit l'État islamique ou que ce soit le PKK, ils étaient aussi dangereux. Alors juste les Kurdes ou l'organisation islamique sont état dangereux. Alors moi, je voudrais savoir votre position. Est-ce que vous dites oui, comme le président Erdogan, l'organisation de l'État islamique et le PKK, les Kurdes de manière générale, sont aussi dangereux? Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan? Déjà, 2 points à préciser. Déjà, je pense que le PKK n'a pas vocation à représenter l'ensemble des Kurdes de Turquie. Les Kurdes de Turquie représentent au moins 15 millions de la population de la Turquie. Oui. Les derniers résultats, notamment au municipal ou au présidentiel, des partis pro-kurdes montrent que l'ensemble de la population kurde de Turquie n'est pas derrière ces partis politiques. Donc le PKK, d'une part, n'a pas vocation à représenter l'ensemble des Kurdes de Turquie. Et je pense que faire cette erreur, à mon avis, trouble une réponse qu'on peut apporter à cette question. Et puis, second point à préciser également, contrairement à ce que vous indiquez, Maître Aydin Ouzeli, l'Union européenne, depuis longtemps, a reconnu le PKK comme étant une organisation terroriste. Les États-Unis, depuis longtemps, ont reconnu le PKK comme étant une organisation terroriste. Mais vous savez comme moi que la Cour de justice de la Communauté européenne avait annulé la décision et a retiré le PKK de liste. À consulter le site des organes représentatifs de l'Union européenne. Le PKK, depuis longtemps, est un organe qui est considéré comme étant... Moi, je vous invite à lire la décision de la Cour de la Communauté... de justice de la Communauté européenne qui dit... que la Turquie fait du lobbying pour que le PKK soit considéré comme terroriste est une fausse idée. D'ailleurs, vous savez très bien que la justice française, par exemple en France, j'illustre mon propos, poursuit certains membres du PKK, justement, par exemple, pour financement du terrorisme. Vous le savez très bien en qualité d'avocate. Oui, donc, allez dire aujourd'hui que la Turquie fait du lobbying. Chaque fois, il y a un ministre turc qui est venu en France, le bouc commissaire était les Kurdes. Alors que l'Union européenne, de toute façon, le reconnaît. C'était le prix qu'on donnait. C'est, à mon sens, une contre-vérité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais un mot, c'est oui ou c'est non. Est-ce que le PKK, est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan que l'organisation de l'État islamique? C'est oui ou c'est non? Le président Erdogan, votre président, il dit c'est oui. Alors, ce que je pense, c'est qu'un terrorisme, pour moi, n'est pas meilleur qu'un autre, en effet. Donc on peut les mettre sur le même plan 2 groupes qui sont reconnus comme étant terroristes dans tous les organismes internationaux, c'est une comparaison qui, à mon avis, peut se faire, notamment sur le plan juridique et notamment sur le plan diplomatique. Ce que vous dites. Ensuite, non, c'est vraiment c'est inadmissible ce que vous dites. Ensuite, il faut qu'elle réponde aussi à CV. Ensuite, Aydin, elle veut répondre. Je ne peux pas vous laisser dire les populations civiles kurdes de Syrie et d'Irak, la Turquie y est attentive. Elle aide notamment logistiquement et aujourd'hui militairement la coalition internationale qui sévit contre l'État islamique en Irak et en Syrie, alors même que justement la présence du PKK sur le terrain pose problème. Donc la Turquie montre quand même des signes positifs. Monsieur, allez, CV, elle va répondre. Montre une réelle volonté de lutter contre l'État islamique. Donc il faut également saluer... Il y a plusieurs points. D'abord, quand vous dites les élections ne sont pas représentatives, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Le PKK n'est pas représentatif des Kurdes en Turquie. Vous dites ce que vous voulez, Mais en tout cas, moi, je pourrais vous dire que le BDP, dans les dernières élections, ont eu 103 municipalités et c'était une carte rouge. Sur combien au total? Sur 50 000. Pas du tout. 103 sur 50 000. Monsieur. Et en plus, le système électoral turc, d'ailleurs, l'affaire est devant la Cour européenne de droits de l'homme avec votre système de barrage de 10% pour empêcher la représentation. 20 millions des Kurdes ne sont pas et sont sous-représentés dans le Parlement. Mais pas municipal. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à l'opinion publique française quand même que Daesh et le PKK, c'est la même chose. Regardez, aujourd'hui, vous avez dans le monde 2 idéologies qui sont en train de s'affronter. Vous avez des gens qui défendent les valeurs humaines, des valeurs et principes démocratiques qui sont partagés par la plupart des États et des pays civilisés. Pour la Turquie. Et vous avez de l'autre côté des barbares sauvages qui sont en train de couper la tête à tout le monde. Vous ne pouvez pas mettre les deux
sur le même plan. Je ne les mets pas sur le même plan. Le PKK, c'est un mouvement qui présente... Le PKK, c'est un mouvement qui représente un peuple reprimé, un peuple composé en Turquie uniquement de 20 millions, auquel vous refusez de reconnaître même le droit à l'enseignement dans sa langue maternelle. Le PKK qui revendiquait récemment le PKK, monsieur, vous ne pouvez pas dire cela. Le PKK qui revendiquait. Vous ne connaissez pas la situation. Oui, si, mais bien sûr que je connais très bien, monsieur, mais je suis dedans. Des progrès considérables ont été faits. Le PKK qui revendiquait, monsieur, le PKK revendiquait l'indépendance du Kurdistan. Regardez, aujourd'hui... Plus maintenant. Non, mais bien sûr, justement, à leur honneur, justement. Aujourd'hui, ils revendiquent quoi? En autonomie. Ils revendiquent le droit d'apprendre leur langue maternelle dans les écoles. Ils revendiquent des droits vraiment sur la base démocratique. Ce ne sont que les critères de Copenhague que l'Union européenne a imposé à la Turquie pour l'adhésion à l'Union européenne. Et la Turquie avance à ce niveau-là, oui ou non, La Turquie fait des progrès, oui ou non? Monsieur, s'il vous plaît, vraiment, sincèrement. Est-ce qu'elle fait des progrès? Elle a fait des progrès quand même. Pas du tout. La Turquie fait des progrès. L'Union européenne le dit. Les organisations internationales des droits de l'homme le disent. Les Nations Unies le disent. Cette phrase. Laissez-moi juste... dit le contraire. S'il vous plaît, je veux vous dire, la Turquie a fait des avancées, effectivement, dans les droits démocratiques, en abolissant, par exemple, la Cour de sûreté de l'État, tout. Mais dites-moi, aujourd'hui, devant les téléspectateurs français, un seul droit concernant les Kurdes, spécifiquement les Kurdes, qui a été voté en Turquie depuis 80 ou depuis 2002, l'arrivée de Erdogan, alors qu'on a eu 47 000... L'enseignement du kurde à l'université par l'ouverture de chaires d'enseignement kurde dans les universités turques. C'est concrètement réalisé, une loi a été votée depuis plusieurs années, et aujourd'hui, les Kurdes est par exemple enseigné à l'université en Turquie. Vous ne pouvez pas dire... Quelqu'un qui n'a pas appris sa langue à l'école, comment il va le faire à l'université? C'est absurde. Mais Maître Eddinouzili, des progrès considérables ont été faits et ont été salués par toute la communauté internationale. Vous ne pouvez pas les nier. Allez, c'est la fin de ce débat. On aura peut-être l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de choses en effet à dire sur la communauté kurde en Turquie, mais également ailleurs, parce qu'ils sont présents aussi en Irak, en Syrie, en Iran. Ce sera l'occasion d'un prochain débat. Merci beaucoup, Sevia Izouli et Aydin, d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Selçuk Demir également. Je vous retrouve dans un instant pour le rappel des grands titres de l'actualité de ce mercredi soir et puis notre second débat, 19h40. C'était très intéressant. Si vous cherchez un 4x4 juste pour grimper dans l'échelle sociale, juste pour vous faire remarquer sur les grands boulevards, juste pour impressionner les collègues de bureau, juste pour briller en société, vous pouvez juste aller voir ailleurs. Dacia Duster, vous avez tout compris. Let's take a walk, the way is safe. You make my future so wonderful. For all I need, you'll be there. Exclusif. France 24 vous propose un entretien exceptionnel avec José Manuel Barroso. Le 1er novembre, le président de la Commission européenne quittera ses fonctions après 10 ans de mandat. Avec nous, il dressera le bilan de son action à Bruxelles et nous parlera des orientations de Jean-Claude Juncker qui lui succède et de son avenir. Exclusif à voir sur France 24 et sur France24.com.